j'entre dans la salle de conférence raffinée de Clark Global, un plateau chargé de tasses fumantes et de soucoupes délicates en équilibre. Le riche arôme des grains d'arabica se mêle à la légère odeur des fauteuils en cuir coûteux et des papiers frais. Du coin de l'œil, j'aperçois les membres du conseil d'administration regroupés autour de l'immense table en acajou, leurs costumes sur mesure et leurs chemises impeccables les désignant comme des décideurs influents. Aucun d'eux ne soupçonne que l'homme qui tient leur bouée de sauvetage matinale dans ses mains est secrètement celui qui tire les ficelles. Ma mâchoire se serre lorsqu'Owen Clark, le frère cadet de ma femme et PDG officiel de l'entreprise, pivote sur sa chaise et aboie « Apportez-nous un café, Marcus. Faites vite. » Il me jette à peine un regard. Je ne suis qu'un beau-frère obligeant, le neveu qui a épousé sa sœur et qui passe maintenant ses journées à faire des courses. Je m'efforce d'esquisser un sourire calme et m'avance, disposant de café noir et 3 lattes au lait au fond de la table, en prenant soin de garder une expression neutre. À l'intérieur, une réaction différente bouillonne, la satisfaction d'avoir orchestré ce moment, et une fierté discrète pour le long terme que j'ai joué. Je sers la première tasse de café à Graham Clark, notre fondateur, et à mon beau-père, dont le visage ridé et la barbe poivre et sel trahissent une vie de transaction à gros enjeux. Il hoche la tête sèchement. Son attention se reporte déjà sur les rapports financiers projetés sur l'écran derrière moi. Aucune lueur de reconnaissance ne traverse ses yeux lorsque je pose la tasse. Il ne voit que la loyauté familiale, pas le rapport de force qui s'est évanoui derrière des portes closes. Mes gestes sont délibérés. Chaque tasse que je sers témoigne de la victoire cachée que j'ai remportée sans que personne ne sache mon véritable rôle. Je remplis la tasse suivante pour Owen d'un expresso supplémentaire, sa seule concession à la vitesse ou au goût, sachant qu'il l'avalera sans se soucier de la qualité. Alors que je la lui tends, ses doigts calleux effleurent les miens, rappel inconscient de la façon dont il m'a rabaissé ces dernières années. Je m'abandonne à la routine réconfortante de la livraison du café, même si c'est moi qui décide si la machine reste allumée ou non. En silence, je repense aux innombrables nuits passées à éplucher les certificats d'action et les registres de transfert. Ma petite entreprise scrutait le capital, achetant action après action par l'intermédiaire d'entités fantômes, afin que mon nom reste anonyme. Je pense à Yara Benson, l'analyste financière sous-payée dont l'esprit vif et la loyauté ont été inestimables, et à Luis Ortega, qui, parmi eux, a découvert l'accès détourné à chaque fichier caché du réseau de Clark Global. Ensemble, nous avons rassemblé les preuves enfouies sous des couches de tromperie et de cupidité, et avons constitué une majorité silencieuse, 62% des actions en circulation de l'entreprise, sans froisser personne. Aujourd'hui, je me tiens là, simple beau-frère, allant chercher du café, prêt à revendiquer ce qui me revient de droit, l'avenir de Clark Global. Je distribue le dernier latte à Monsieur Bellow, le concierge de nuit, dont le visage buriné et le sourire entendu cachent une intelligence que peu de cadres reconnaissent. Il me fait un clin d'œil tandis que je pose la tasse devant lui, bref signe de solidarité. Lui et moi avons partagé bien plus que de simples conversations devant la photocopieuse. Il a découvert des registres papier et des comptes cachés qu'il croyait effacés, me révélant les anomalies qui finiraient par révéler leurs méfaits. Chaque hochement de tête, chaque indice murmuré m'a conduit ici, armé non pas d'épée ou de menaces, mais de preuves dans l'autorité discrète du propriétaire. Owen s'éclaircit la gorge, attirant tous les regards sur lui. D'accord, dit-il en pointant du doigt l'ordre du jour affiché à l'écran. Réduction budgétaire, licenciement, dissimulation des mauvais chiffres. La salle acquiesce, inconsciente de la fin imminente de cette conversation. Je me tiens rigide derrière sa chaise, le plateau lesté suspendu à ma main comme un accessoire de pièce de théâtre que j'ai écrite et mise en scène. Le mépris d'Owen pour ses collègues est pour moi le ruine. Il fait semblant de ne rien remarquer lorsque je m'approche et appuie sur un bouton discret de mon téléphone. Le faible point rouge dans le coin de l'écran s'allume. Dévasté. Mon cœur bat la chamade, mais mon visage reste calme. Du café, maintenant. S'exclame Owen, son impatience résonnant sur les surfaces polies. Les membres du conseil d'administration s'agitent sur leur siège, attendant que je m'éloigne. Au lieu de cela, je prends une inspiration mesurée et guide le bouton de l'interphone sur le mur. Sécurité, dis-je d'une voix calme, laissant chaque mot peser lourd. Veuillez escorter les anciens cadres dehors. Le propriétaire veut qu'ils partent. Le silence qui suit est absolu, rompu seulement par le léger bourdonnement de la climatisation et le claquement lointain des talons sur le sol en marbre. Le fauteuil s'incline, les verres à 20 teintes. Je laisse la tension flotter un instant, le temps que chacun assimile mes paroles. Le visage d'Owen se vide de ses couleurs.
Il se lève d'un bond et renverse sa tasse de café. Je vous demande, quoi, Marcus? Que fais-tu? Il grogne, sa bravade craquant. Je m'avance, le plateau à café n'étant plus nécessaire. Je le pose sur une table d'appoint avec une précaution délibérée. Je lève mon téléphone, révélant des certificats d'action imprimés dans mon autre main. Mon nom est sur chaque ligne, dis-je d'une voix ferme. Je suis l'actionnaire majoritaire. Clark Global m'appartient. Les membres du conseil d'administration restent bouche bée, la confusion et la peur se lisant sur leurs visages tandis que les agents de sécurité entrent en me faisant signe de la tête pour confirmation. Louis me suit avec une clé USB et me l'attend pour que je puisse projeter Yara et ses preuves sur l'écran. Sociétés écran, fausses factures, un trou de 280 millions de dollars dans les comptes. Owen se précipite en avant, attrapant le câble d'alimentation de l'écran. Mais les auditeurs sont déjà arrivés. Box est en main, prêt à saisir ordinateur et disque dur. Mon timing est parfait. Mon masque de communication masque la tempête que j'ai déclenchée. La pièce sombre dans un chaos contrôlé. Au milieu du tourbillon de scandale, Clarissa se précipite. Ses yeux écarquillent sous le choc. Elle croise les miens, et je vois derrière elle le même mélange de fierté et de peur que je ressens. Graham fulmine, les poings serrés, son empire s'écroulant en un instant. Les téléphones bourdonnent de messages frénétiques. Est-ce vrai? Et nos dividendes? Mais je reste imperturbable. Les travailleurs honnêtes restent. J'annonce la fermeté. Les voleurs s'en vont. Et à cet instant, la salle du conseil d'administration passe de l'autorité moqueuse à l'arène de la vérité. Me voici enfin au centre, non plus le garçon de course, mais le maître de Clark Global. Il y a 2 ans, je n'étais que le mari discret de Clarissa Clark. Sur le papier, je dirigeais une société d'investissement spécialisée appelée Reed Capital. En pratique, je misais sur le long terme. Pendant que les membres du conseil d'administration de Clark Global s'affairaient à distribuer des titres de famille et à se féliciter mutuellement de succès hérités, je construisais mon propre empire, une action à la fois. Ils ne s'en rendaient pas compte, bien sûr. C'était là le but. Au début, c'était modeste. J'utilisais les bénéfices de mes précédentes entreprises, des acquisitions dans la logistique propre, une sortie dans la technologie alimentaire, un accord de licence de brevet pour rafler discrètement des parts d'actions Clark Global. 1000 actions par-ci, 2000 par-là. Toujours par le biais de noms de holding que Reed Capital avait placés à l'étranger. J'ai étudié attentivement les statuts. Aucune clause ne limitait le contrôle global, sauf si votre nom déclenchait l'alarme. Et Marcus Reed non plus. Je n'étais pas perçu comme une menace. Juste un homme qui s'était marié avec le nom Clark, un remplaçant. Et Owen, il se souvenait à peine de mon nom de famille. Clarissa me demandait souvent pourquoi je ne faisais pas plus d'efforts pour gravir les échelons chez Clark Global. Tu pourrais demander à mon père, me disait-elle en prenant son café le matin. Il respecte la loyauté. Je souriais et hochais la tête, sans jamais la corriger, sans jamais lui dire que j'avais vu à quel point Graham Clark accordait peu d'importance à la loyauté. Il ne m'avait pas une seule fois remercié pour ce que j'avais fait pour sa fille, l'avoir soutenue pendant ses études supérieures, avoir créé 2 entreprises et remboursé ses dettes. Pour lui, j'étais quelqu'un qu'il tolérait au dîner de Thanksgiving. Rien de plus. Je n'avais besoin ni de leur permission ni de leurs éloges. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un moyen de pression. C'est là que Yara Benson est entrée en scène. Elle n'était pas tapa accent grave-l'œil, juste l'une des nombreuses analystes surmenées cachées dans les entrailles du service financier de Clark. Elle était vive, rapide et discrètement déçue par la direction. Je l'avais vue une fois à un événement caritatif, coincée à la table du fond avec les stagiaires, sirotant un soda chaud. Quand je l'ai abordée, que je me suis présenté et que je l'ai interrogée sur son travail, elle s'est illuminée. Non pas à cause de qui j'étais, mais parce que quelqu'un a finalement posé la question. Je l'ai invitée à déjeuner 2 jours plus tard, et elle m'a montré le premier signal d'alarme, des notes de frais qui ne correspondaient pas au relevé fournisseur. À partir de ce moment-là, nous sommes devenus une équipe. Yara a travaillé discrètement, mais sans relâche. Chaque semaine, elle me transmettait des anomalies qu'elle découvrait enfouies au plus profond des chiffres. Des comptes qui ne devraient pas exister, des contrats signés sans l'approbation du conseil d'administration, des pistes d'audit qui s'arrêtaient en milieu d'année. J'ai commencé à les comparer avec l'activité boursière que je suivais dans mes avoirs. Le tableau s'est éclairci rapidement.
Graham et Owen saignaient lentement et stratégiquement l'entreprise dans des entreprises extérieures. Ils contrôlaient des sociétés écrans nichées à Chypre et aux Caïmans. Des retraites de luxe déguisées en séances de stratégie de retraite. Des salaires canalisés vers de faux consultants. C'était astucieux, trop astucieux pour être involontaire. C'est alors que j'ai fait appel à Luis Ortega, un génie de l'informatique. Discret, poli, toujours à l'arrière des salles comme une ombre. Un jour, il a réinitialisé le mot de passe de mon ordinateur portable en moins de 30 secondes, avec un sourire d'excuse. J'ai su immédiatement qu'il serait crucial. Il ne se contentait pas de réparer des ordinateurs. Il comprenait les systèmes, les réseaux, les accès. Je l'ai invité à boire un verre un vendredi et je lui ai tout raconté. Il a cligné des yeux une fois, puis m'a demandé « Jusqu'où voulez-vous aller ?» « Jusqu'au bout », ai-je dit. Il a commencé par me construire une version miroir du stockage interne de Clark Global. Rien d'intrusif, rien de volé, juste de la visibilité, un accès en lecture seul, suffisant pour surveiller les emails, les modifications de documents et les transferts de fichiers. À partir de là, ce fut une mine d'or. Nous avons vu les instructions offshore d'Owen. Nous avons vu Graham approuver des bonus trimestriels qui se sont transformés comme par magie en conseils capitalisés, et nous avons vu d'autres dirigeants jouer le jeu, soit trop effrayés, soit trop avides pour s'exprimer. À la fin de cette première année, je détenais 19% de l'entreprise, soit plus que Graham personnellement. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait appel à des sociétés holding, à des gestionnaires de fonds en qui j'avais confiance et à des achats soigneusement planifiés pour faire grimper ce chiffre à 28%. J'ai avancé assez lentement pour ne pas éveiller les soupçons, mais assez vite pour que Yara et Louise puissent suivre. Au 18e mois, j'avais 51%. Une majorité discrète, un contrôle absolu. Mais je ne voulais pas contrôler par vengeance. Je voulais une réforme pour réparer ce qu'ils avaient cassé tout en prétendant qu'ils construisaient. Alors nous avons attendu. Nous avons retrouvé les actifs manquants, confirmé chaque transaction et construit un réseau de preuves irréfutables. À 62% du capital, j'ai arrêté d'acquérir. Inutile de jouer la carte de la surenchère. J'avais suffisamment de poids pour décider qui restait, qui partait et ce qui allait suivre. Mais je n'étais pas imprudent. Chaque étape devait être précise. J'ai demandé à Louise de concevoir un serveur privé sécurisé où nous stockions tout, contrats, emails, relevés bancaires, et même les journaux de SMS des téléphones jetables. Nous avons tout étiqueté et recoupé. Yara a vérifié les états financiers de 3 manières. Louise s'est assuré que chaque fichier que nous possédions puisse être instantanément dupliqué sur le réseau interne de l'entreprise en un clic. Nous ne nous contentions pas de collecter des munitions. Nous construisions une bombe infaillible. Mais je n'étais pas préparé à l'impact personnel. Plus j'en apprenais, plus je me rendais compte de l'ampleur de la trahison. Graham avait utilisé son épargne retraite pour lancer sans autorisation l'une de ses startups technologiques en faillite. Owen avait accordé un contrat sans appel d'offres d'une valeur de 20 millions à une fausse entreprise de logistique, un ami de lycée. Ils utilisaient Clark Global comme un coffre-fort personnel, et pendant tout ce temps, ils se moquaient de moi. Marcus est fiable. Owen a plaisanté un jour lors d'un appel que j'ai surpris. Parfait pour les livraisons de café et le papier d'imprimante. Je l'ai noté. Clarissa n'a jamais su. Je ne gardais pas de secret pour la blesser. Je le faisais parce que je devais protéger ce que je construisais. Si elle avait su, elle l'aurait peut-être dit à son frère. Et s'il l'avait découvert trop tôt, tout aurait pu s'écrouler. Alors, je gardais un sourire poli, mes visites brèves et ma voix basse. Je continuais à servir du café. Je continuais à serrer des mains et à faire semblant de ne pas comprendre le jargon du secteur. Je restais invisible. Un coursier dans la salle de réunion, un fantôme dans le réseau. Mais derrière des portes closes, nous préparions un règlement de compte. Il n'était jamais question de vengeance. Il était question de vérité. Il s'agissait de les regarder se moquer de la mauvaise personne pendant trop longtemps, sachant que le jour venu, je n'aurais pas besoin d'élever la voix. Les preuves parleraient et je dominerais la salle. C'était incroyable ce qu'on pouvait apprendre avec un plateau de café entre les mains. Chaque fois que j'entrais dans cette salle de réunion, tasse bien alignée et sourire patient, je devenais invisible. Et dans un endroit comme Clark Global, où le pouvoir se pavanait en costume sur mesure et ignorait tout ce qui se trouvait en dessous, être invisible était le meilleur point de vue qu'un homme puisse souhaiter. Je n'étais pas Marcus Reed,
l'actionnaire majoritaire, la force silencieuse qui s'était imposée par l'argent. J'étais juste celui qui apportait le café, et ça me convenait parfaitement. Ils parlaient plus librement ainsi. Ils laissaient tomber leurs masques. Owen Clark, mon beau-frère, était toujours le plus bruyant, suffisant, la mâchoire acérée et imprudent. Il se renversait dans son fauteuil, les jambes écartées comme s'il était le propriétaire du bâtiment, ce qui n'était pas le cas, et se vantait de ses participations offshore comme s'il racontait une histoire policière. Ce n'est pas du vol, a-t-il dit un jour en riant devant son cappuccino. C'est de la réaffectation de capitaux sous-utilisés. S'ils ne lisent pas les rapports, c'est leur faute. Ses amis riaient autour de la table, tous pensant que j'étais trop bête pour suivre le langage financier. Mais j'entendais chaque détail. J'ai pris des notes mentales. J'ai demandé à Louise de télécharger les emails de sauvegarde, d'extraire les métadonnées des comptes. J'ai demandé à Yara de suivre les chiffres exacts dont Owen se vantait. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il nous fournissait une preuve supplémentaire. Puis il y avait Graham, le roi vieillissant de l'Empire Clark, assis en bout de table avec son porte-documents en cuir et ses déclarations graves. Il se prenait encore pour un lion. Mais j'ai vu un homme qui avait peur de devenir obsolète. Cette peur le rendait dangereux. Il approuvait chacune des manœuvres risquées d'Owen. Parfois avec réticence, mais jamais avec éthique. Un jour, alors que je lui remplissais sa tasse, je l'ai entendu marmonner à Owen, fixe juste les chiffres jusqu'au prochain trimestre. On réduira le budget de la main-d'œuvre s'il le faut. C'était leur conception de la résolution de problèmes, des licenciements et du silence. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste souri, écouté, et je suis reparti avec mon plateau. J'ai appris à lire dans leur queue. Owen tapota son stylo lorsqu'il cachait quelque chose. Graham serra les dents alors qu'il s'apprêtait à passer un appel qu'il savait suspect. Mara, la vice-présidente des opérations, remua sur sa chaise lorsque les données financières furent falsifiées. Ils ne soupçonnèrent jamais que moi, l'homme qui leur servait leur café au lait et essuyait les traces de vernis, j'avais le droit de les licencier tous d'un simple coup de fil. Mais il n'y avait pas que la salle de réunion. Mes tournées me donnaient accès à des endroits auxquels aucun dirigeant ne prêtait attention. La salle de pause, le local à fourniture, la file d'attente des imprimantes. Les gens parlaient même s'ils vous croyaient inoffensifs. J'entendais des assistants marmonner à propos de factures en double. J'ai vu un comptable junior au bord de l'effondrement, frustré par des chiffres qui ne s'équilibraient pas. Des chiffres que je savais avoir été truqués exprès. Et tard le soir, je traversais les couloirs déserts, m'arrêtant au poste de concierge où M. Bellow balayait les recoins de l'entreprise que tout le monde ignorait. M. Bellow n'était pas qu'un simple concierge. C'était un incontournable. Un œil perçant, doté d'une mémoire inattendue chez un homme à la serpillière. Il avait vu des registres, de véritables registres papier dont personne d'autre ne parlait. De vieux dossiers cachés dans l'annexe de stockage derrière la salle des serveurs de la sub, où seul le personnel des installations et de l'entretien se rendait. Quand je lui ai demandé nonchalamment, autour d'un café, s'il avait vu des boîtes verrouillées là-bas, il a haussé un sourcil et a dit, « Vous voulez dire celles étiquetées, archives clients. Ne pas déchiqueter. » Ouais. Elles sont là depuis 3 ans. Personne n'y touche, sauf l'assistant d'Owen de temps en temps. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. 2 jours plus tard, Louise et moi étions là avec des lampes de poche et des badges d'autorisation que j'avais créés sous prétexte de maintenance réseau. Nous avons trouvé les registres exactement là où M. Bellow l'avait indiqué, coincés au fond d'une armoire verrouillée, derrière des étagères rouillées et un fax en panne. Les pages étaient jaunies. L'encre était passée par endroits, mais l'écriture était indubitable. Calendrier de versement, virement, numéro de compte alternatif. Ils avaient utilisé des documents papier pour dissimuler la piste de l'argent aux auditeurs numériques. Astucieux, mais pas assez. Avec l'aide de Yara, nous avons recoupé chaque chiffre. Les registres ont comblé les dernières lacunes, les montants auxquels les relevés numériques faisaient allusion, mais jamais expliqués. Cela nous a montré depuis combien de temps le détournement était en cours, son ampleur. Il y avait même des noms, des membres du conseil d'administration, d'anciens associés, un auditeur retraité payé des années auparavant pour avoir passé sous silence une anomalie flagrante. Tout s'est assemblé comme les pièces d'un puzzle que nous avions assemblé à l'aveugle, pour finalement nous rendre compte que nous avions gardé le couvercle de la boîte pendant tout ce temps. Chaque jour, j'apportais du café dans cette pièce. J'en ai appris davantage. J'ai appris sur l'arrogance, sur la corruption,
sur la façon dont le sentiment de droit peut aveugler les hommes et les amener à se croire invincibles. Un jour, Owen a ri et a dit à ses collègues, Marcus est l'homme idéal. Il ne parle pas, ne réfléchit pas, et ne s'est probablement même pas épelé, dividende. Je me souviens d'avoir souri poliment, même si mon sang bouillait. Ce qu'il ignorait, c'est que je savais les plaies et que je contrôlais le sien. Le problème, c'est qu'il pensait que le silence signifiait soumission. Il pensait que la gentillesse était une faiblesse. Mais je n'étais pas faible. J'étais observateur, méthodique. Chaque insulte qu'Owen me lançait, chaque sourire sarcastique que Graham me lançait, chaque instant où il me regardait à travers au lieu de me regarder, tout cela devenait une source d'inspiration, car il ne l'avait jamais vu venir. Il n'avait jamais su que le jeune Aaron, debout silencieusement près de la machine à expresso, assistait lui aussi à toutes les réunions, lisait chaque chiffre, surveillait chaque dossier qui défilait sur leurs écrans. Il n'avait jamais imaginé que derrière ce sourire discret se cachait un homme assemblant les pièces d'une révolution, une conversation entendue par hasard, un analyste renvoyé, un concierge invisible à la fois. En vérité, porter le plateau était la meilleure place de la maison. Cela me donnait accès. Cela me protégeait. Et surtout, cela me donnait du temps. Du temps pour les regarder creuser leur propre tombe. Et j'attendais juste le jour où j'arrêterais de servir du café et commencerais à en subir les conséquences. Je me suis réveillé ce matin-là en sachant exactement ce que serait cette journée. Pas d'alarme, pas d'hésitation. Le soleil avait à peine percé le ciel que j'enfilais mon costume anthracite, impeccable et impeccable, contrastant délibérément avec l'image que je m'étais forgée pendant 2 ans. Le beau-frère serviable, le garçon de course, le livreur de café au sourire poli et aux paroles brèves. Ce Marcus était encore utile aujourd'hui, car aujourd'hui, le piège allait se refermer. À 8h42, je suis entré dans le hall de Clark Global, mon téléphone déjà en train d'enregistrer dans ma poche de poitrine. Pas d'appareil photo visible ni de confrontation dramatique, juste un point rouge clignotant en arrière-plan, niché dans la doublure de ma poche personnalisée. Les preuves étaient plus puissantes lorsqu'elles étaient recueillies en silence. Je tenais le plateau de café comme d'habitude, en équilibre sur ma paume, 3 lattes, 2 expressos et un café noir pour Graham. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a interrogé. Pourquoi? J'étais celui qui apportait les bons grains et qui partait sans poser de questions. La salle de réunion se profilait devant moi. Verre dépoli, boiserie en noyer foncé et une plaque en laiton sur laquelle était écrit « Suite de stratégie exécutive ». Je suis entré comme toujours, et, comme une horloge, Owen a à peine levé les yeux de son siège en bout de table. Il était tout en arrogance ce jour-là, agitant son genou avec une assurance qu'il ne méritait pas. Les autres arrivaient au compte-gouttes, feuilletant d'épais agendas imprimés comme si cela comptait. Je savais déjà ce qu'il y avait dans ces pages. Le premier mot, restructuration. Le deuxième, coût. Mais ce n'était que des euphémismes. Un vernis d'entreprise soigné pour ce qu'ils étaient vraiment là pour faire, licencier des gens. Cacher l'hémorragie dans leur compte en jetant la chair au feu. Une tactique aussi vieille que la cupidité. Je me suis déplacé autour de la table, tendant chaque tasse à son destinataire avec précision. Chaque geste était répété et naturel. Ils murmuraient des remerciements ou hochaient brièvement la tête. Aucun d'eux ne remarqua la lueur de tension dans mon regard. Graham Clark examinait déjà les projections trimestrielles. Son costume était impeccable, mais sa posture trahissait le poids qu'il portait. Il voulait être le patriarche qui maintenait tout, mais les chiffres lui avaient échappé. Il blâmait le marché. Il blâmait les employés. Il n'avait jamais blâmé les dépenses inconsidérées de son fils ni sa propre incapacité à s'adapter. Je posai son café sur le dessous de verre en cuir qu'il aimait et lui adressai mon sourire habituel. « Bonjour, monsieur Clark. »« Marcus » murmura-t-il. C'était tout. Aucune chaleur, aucune familiarité, juste mon nom sur un ton digne d'un groom d'hôtel. À 9h précises, la porte se referma avec un bruit sec. Tous les membres étaient présents. Owen tapota le pavé tactile devant lui et projeta l'ordre du jour sur grand écran. Sa voix était plus douce que d'habitude, plus rodée. Bon, tout le monde. Avant de passer aux projections, nous allons parler de réduction des graisses. Je pris place contre le mur. Un plateau à café était soigneusement posé sur une table d'appoint. Je joignis les mains devant moi et attendis. Toujours le garçon de course, toujours invisible. Ce trimestre, dit Owen en se penchant en avant, les 2 mains posées sur la table.
Nous proposons une réduction de 12% des effectifs, à commencer par la comptabilité, les opérations clients et la logistique traditionnelle. Sa voix était dénuée d'émotion. Pour lui, ce sont des chiffres, pas des vies, pas des chèques de loyer, des hypothèques ou des frais de scolarité, juste des dettes sur un tableur, a-t-il poursuivi. Nous fermerons également discrètement le bureau de Cleveland et transférerons les actifs. Le communiqué de presse officiel indiquera « rationalisation pour plus d'agilité ». Nous invoquerons les pressions du marché. Inutile d'effrayer les actionnaires. Des murmures d'approbation ont suivi. Quelques dirigeants ont hoché la tête. D'autres ont hésité. Mara, toujours la plus réticente au risque, a demandé « et les indemnités de licenciement ?» Étalez-les sur 3 trimestres, a déclaré Owen. Ils ne s'en rendront compte qu'au 4e trimestre, et d'ici là, nous serons à nouveau dans le vert. Ou du moins, nous en aurons l'air. L'assemblée a ricané. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et vérifié l'enregistrement. Toujours en train de courir. Puis Owen m'a jeté un coup d'œil. Marcus, a-t-il dit en levant son expresso. Que dirais-tu d'une nouvelle cafetière? Ces licenciements vont avoir besoin de caféine. De nouveau des rires. Et comme ça, je me suis déplacé, mais je ne me suis pas dirigé vers la machine à café. Je me suis dirigé vers le centre de la pièce. Tout le monde s'est tu. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Puis, calmement, j'ai tendu la main et j'ai tapoté le panneau d'interphone encastré dans la table. Sécurité, ai-je dit dans le micro. Ma voix est restée ferme. Veuillez envoyer une équipe à la suite exécutive à escorter tout le personnel non autorisé hors des locaux. Efficace. Aussitôt, la pièce a clignoté. Pendant 2 longues secondes, personne n'a parlé. Puis la chaise d'Owen a grincé lorsqu'il s'est levé. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis tourné vers lui lentement. Suivant l'ordre du jour, j'ai dit, pas la version que tu as distribuée, a-t-il raillé. Tu es saoul? Assieds-toi. Au lieu de cela, je sortis un mince dossier de ma veste et l'ouvris au centre de la table. À l'intérieur, certificat d'action. Mon nom en gras, document après document. Je n'avais pas besoin de les expliquer. La famille Clark savait ce que c'était. Ils savaient ce que signifiait un contrôle de 62%. Je suis l'actionnaire majoritaire de Clark Global, dis-je en croisant le regard d'Owen. Depuis 2 ans. Chacun de vos mouvements depuis était sous ma responsabilité. Je l'ai laissé tourner. J'ai observé. Mais ceci, ai-je pointé du doigt l'écran. C'est ici que votre mandat prend fin. Non, rétorqua Graham en se levant. Vous bluffez. La porte s'ouvrit derrière moi. 2 agents de sécurité en uniforme entrèrent. Calme, professionnel, attendant. Je ne bluffe pas, répondis-je. Et je ne demande rien. Le projecteur s'éteignit. Owen tendit la main pour le rallumer. N'importe quoi pour reprendre le contrôle, mais je suis intervenu le premier. Vous enregistrez depuis 18 minutes, dis-je. Tout ce que vous venez d'admettre est enregistré. Tout ce que vous avez essayé de cacher est déjà sauvegardé, y compris des transactions offshore, des faux registres et des fonds détournés. Tu es fini, Owen. Vous l'êtes tous. Personne ne rit. J'ai fait un signe de tête aux officiers. Escortez-les au RH. Leur accès leur sera révoqué avant qu'ils n'atteignent le hall. La salle de réunion, autrefois le royaume des murmures et des complots, était plongée dans un silence de mort, et je me tenais au milieu, non pas comme le garçon errant, mais comme celui qui donne les ordres. La voix d'Owen a claqué à travers la salle comme un fouet. Il ne m'a même pas regardé, se contentant d'indiquer le plateau du doigt comme si j'étais un distributeur automatique devenu trop lent. Autour de la table, les autres étaient encore sous le choc, les yeux passant d'un visage à l'autre. Personne ne voulait parler. L'espace d'un instant, j'ai failli sourire. Le genre de sourire qu'on arbore à un enterrement. Non pas de chagrin, mais de soulagement qu'un mort soit enfin enterré. Au lieu de me diriger vers la table d'appoint, j'ai tendu la main par-dessus la table de conférence polie et appuyé sur le petit bouton argenté de l'interphone. Le silence était revenu dans la pièce, mais ce léger clic résonnait comme un coup de feu. Sécurité, dis-je d'une voix calme et égale. Veuillez escorter les anciens cadres de Suita. Le propriétaire leur a demandé de quitter les lieux. Le silence se fit plus pesant, comme une corde tendue.
La pièce se figea. Puis Owen se tourna lentement vers moi, le visage crispé par l'incrédulité. Il y avait de la confusion et une colère qu'il n'avait pas encore trouvé comment utiliser. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Son ton essaya de retrouver son assurance, mais il trembla. « Marcus, ce n'est pas une blague. Tu n'es pas qualifié pour ça. »« Je suis plus que qualifié. » L'interrompis-je. Je fouillai dans la poche intérieure de ma veste et en sortis un épais dossier, en cuir noir élégant, du genre de ceux qu'utilisent les avocats qui préfèrent terminer les conversations plutôt que de les engager. Un par un, je glissai les documents sur la table. Je ne me précipitais pas. Je voulais qu'il lise chaque mot. Des certificats d'action. J'ai dit que Reed Capital, la société que tu croyais être un hobby secondaire, détenait 62% de Clark Global. Actions en circulation. Mon nom est sur chaque ligne. Marcus Alton Reed, actionnaire majoritaire. Le directeur financier, qui n'avait presque pas prononcé un mot lors des 3 dernières réunions, s'empara d'un des certificats d'une main tremblante. Il plissa les yeux, puis leva les yeux vers moi comme si j'étais sorti de nulle part. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas seulement possible. J'ai dit que c'était légal, valide et déjà enregistré au registre. Vous habitez tous dans une maison que j'ai achetée il y a 2 ans. Et maintenant, le bail arrive à échéance. La porte derrière moi s'ouvrit. La sécurité arriva. 2 agents en costume gris, discrets et professionnels, du genre à escorter sans tapage, mais avec une détermination absolue. Ils s'écartèrent, attendant mon signe de tête. Owen se tenait debout, les paumes sur la table, le regard hagard. « Vous n'avez pas le droit. »« J'ai l'autorité, » répondis-je. « Et les preuves ?» Je sortis la tablette de ma mallette et tapotai l'écran. Le projecteur derrière Owen s'alluma. Le logo Clark Global s'est estompé dans sa feuille de calcul de transactions. Des milliers de entrées. Paiements officieux de sociétés écrans. Factures expurgées envoyées à des entités fictives. L'écran s'est retourné. Cette fois, une structure de dossier est apparue. Le nom d'Owen, celui de Graham, et même Mara est devant des opérations. Email, mémo, pièces jointes, tout ce qu'il pensait cacher derrière des serveurs privés. Louise avait été méticuleuse. Chaque fichier avait été déchiffré, catalogué et horodaté. Yara les avait vérifiés avec les documents publics et les audits internes de l'entreprise. Il ne laissait planer aucun doute. Ce n'était pas seulement une mauvaise gestion. C'était du vol. Graham fut le suivant à s'élever. Son visage avait pâli de plusieurs nuances sous son arrogance habituelle. Vous avez planifié ça dans notre dos. Après tout ce qu'on vous a donné, vous m'avez fait faire des tournées de café et m'avez fait preuve de condescendance, ai-je dit. Ce que j'ai pris, je l'ai gagné. Je n'ai tout simplement pas demandé votre permission. Il regarda Clarissa, entrée quelques minutes plus tôt et maintenant debout contre le mur du fond, la main sur la bouche, les yeux rivés sur moi. Il n'y avait aucune rage dans son regard, seulement la prise de conscience naissante que l'homme qu'elle croyait comprendre avait des racines bien plus profondes qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La chaise d'Owen recula bruyamment lorsqu'il s'avança vers l'écran. Vous bluffez. C'est un piège. Il se précipita vers le projecteur, avec l'intention manifeste de le débrancher, mais l'un des gardes s'avança et le bloqua d'un bras calme mais ferme. Monsieur, dit le garde d'un ton neutre. Je vais devoir vous demander de rester assis. Owen cligna des yeux, confus, regardant autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un, n'importe qui, intervienne pour le sauver. Personne ne bougea. Je me retournai vers le tableau. Tout ce que vous voyez ici a été dupliqué, sécurisé et horodaté. Ces fichiers ont déjà été envoyés à une équipe juridique tierce, aux auditeurs externes de l'entreprise et, dans 30 minutes, à certains journalistes financiers. Vous n'aurez pas le temps. Pour modifier, déformer ou supprimer quoi que ce soit. Un léger bourdonnement de panique s'éleva. Je le lisais sur leur visage. Calcul, dénégation, s'il vous plaît, se formait. Dans leur tête. Non, dis-je en levant la main. Vous n'avez pas le droit de reculer. Ce n'est pas une négociation. C'est un nettoyage. Je me tournai vers les gardes. Veuillez commencer à les escorter dehors. Ordinateur portable, téléphone, carte d'identité, récupérez tout. Owen essaya de résister. Bien sûr qu'il le fit. Il cria, me traita d'imposteur,
menaça même de poursuites judiciaires. Mais tout cela ne ressemblait plus qu'à du bruit, désespéré, creux et faible. Graham ne dit plus un mot. Il me fixa simplement du regard d'un homme qui voit une dynastie lui filer entre les doigts. Clarissa s'avança enfin, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Vous avez planifié tout ça. Je soutins son regard et hochai la tête. J'essayais de les prévenir. Silencieusement, je leur laissais des chances de rectifier le tir. Ils ne les saisirent pas, et je ne nettoierai plus leur bazar. Elle baissa les yeux au sol, hésitant à reprendre la parole. Un par un, les membres du conseil d'administration ont été conduits. Leur sortie n'était pas dramatique. Pas de cris ou de bagarres, juste le silence et le remaniement de la fierté étant emballés dans des boîtes en carton. La salle de conférence se sentait plus grande une fois qu'ils étaient partis. Hanteur, oui, mais plus léger, plus propre. Je me suis assis à la tête de la table, la chaise Cohen a toujours insisté sur le sien. L'odeur de café renversé a persisté dans les airs. Un fantôme de rouleau maintenant inversé. J'ai appuyé sur une touche finale sur la tablette. Les fichiers se sont estompés, remplacés par la Clark Global Crest et la transition exécutive des mots. Immédiat et finalisé. Ce n'était pas seulement un changement de gestion. C'était un calcul. Je n'étais plus l'homme qui a apporté le café. J'étais l'homme qui possédait le pot. Le moment de la sécurité a fermé la porte derrière le dernier cadre escorté. La pièce exhalait un silence collectif qui se sentait à la fois étrange et électrique. Je me tenais à la tête de la table. La chaise en cuir, portant toujours l'empreinte du fanfaron d'Owen, maintenant la mienne à commander. Autour de moi, la surface en acajou poli azonirait entre la réflexion et l'ombre sous les ponts aériens. J'ai laissé mon regard balayer les tasses dispersées et abandonner des blocs-notes, des restes d'une réunion qui avait transformé en bouleversement. Ensuite, avec des étapes utiles, j'ai approché la table d'appoint où l'enregistreur sur mon téléphone brillait en rouge régulier, son écran affichant 18 minutes et 32 secondes de preuves soigneusement capturées. J'ai appuyé sur stop, le clic doux résonnant comme un gavel, et je repris l'appareil dans la poche de ma veste. Ce n'était que le début. J'ai soulevé le présentateur sans fil de la table de conférence et tapé l'écran lumineux, invoquant une nouvelle projection. Des lignes de dossiers numériques, chacune étiquetée avec les noms des sociétés écrans, des comptes offshore et des factures falsifiées. Les couleurs des lignes du graphique contrastaient fortement avec le fond du blanc, représentant un écart de 280 millions de dollars qui était caché depuis des années. Les annotations minutieuses de Yara brillaient dans les marges. Son écriture précise superposait les données d'une manière qui a rendu impossible le rejet. J'ai regardé les numéros ont fait le tour du passé, les paiements redirigés vers des yachts privés, les frais de consultation se sont acheminés vers des fiducies d'entreprises vides, les fonds de retraite siphonnés à travers les frontières. Chaque entrée portait un horodatage et une signature numérique, gracieuseté des sauvegardes médico-légales de Louis. J'ai ressenti un frisson familier de voir leur crime à nu, mais j'ai maintenu mon expression mesurée. Les émotions étaient des luxes que je ne pouvais pas me permettre maintenant. La première boîte est venue avec un bourdonnement doux alors que les auditeurs l'ont roulé dans la pièce, déposant derrière les deux agents de sécurité. C'était en carton uni et brun avec des timbres confidentiels rouges sur le dessus. Je me suis approché, démoblé le seau velcro qu'ils ont fixé, et je l'ai ouverte, révélant des rangées de liens. Ce n'étaient pas seulement des enregistrements. Ils étaient un coup de preuve, des copies physiques de vieux livres, des affidavits signés des dénonciateurs et des déclarations bancaires originales que mon équipe avait découvertes. La pointe de M. Bello sur l'annexe de stockage avait été inestimable. Le concierge nous avait pointé vers une armoire oubliée derrière les étagères rouillées, ou la piste papier suite. Ce vieux tronc, caché sous des décennies de poussière, contenait les liens manquants dont Yara avait besoin pour coudre l'histoire ensemble. J'ai tiré le premier classeur libre, sa colonne vertébrale grinçant alors que je l'ouvrais à une page marquée en avril 2019, ont été délavés des paiements détaillés à une entreprise des îles Caïmans qui n'existait pas. Je laisse le silence s'étirer, permettant à chaque membre de l'équipe de la pièce de ressentir le poids de ces pages. Deux autres boîtes se tenaient à côté du premier, étiquetées des journaux de transfert numérique et des mémos internes. J'ai fait un geste pour que les auditeurs commencent à les distribuer au personnel supérieur restant, chaque dossier d'accusation mortelle. Alors qu'il les passait main à la main. J'ai regardé les yeux s'élargir et les mâchoires se resserrer. La prise de conscience s'installe. Ils avaient été exposés. Leurs mensonges se sont reproduits avec des détails méticuleux.
Un tremblement a glissé dans l'air comme l'électricité avant une tempête. J'ai fermé l'ordinateur portable qui avait projeté les fichiers et je me suis tourné vers Yara, qui se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, mais sa posture fière. Elle a rencontré mon regard et j'ai hoché la tête. Elle a fait un petit sourire, le genre réservé à partager des victoires nées du sacrifice et des nuits blanches. J'imaginais le soulagement qu'elle devait ressentir en sachant que son travail sauverait l'entreprise de la ruine, rachèterait sa réputation et assurerait les moyens de subsistance des employés honnêtes. Elle avait tout risqué pour mettre cette vérité à la lumière. Louise s'est alors avancée, portant une mallette d'argent estampillée du logo de notre entreprise de sécurité privée. Il a cliqué dessus, révélant un disque dur et une pile de touches USB cryptées. Nous avons créé des sauvegardes en direct de toutes les données, a-t-il annoncé, voix basse mais stable. Tout dans ses liens physiques. Chaque fichier du serveur a été dupliqué. Des copies ont été envoyées au conseil externe, à la presse et aux investisseurs clés. Les tentatives de falsification déclenchent des alertes qui ne peuvent pas être annulées. Il a verrouillé les yeux avec Graham, dont le visage était pâle alors qu'il feuillait l'un des liens. Nouvellement distribué. Le poids des années de tromperie s'est écrasé en même temps. Graham regarda autour de lui impuissant. Pas d'éclairage, pas de menace dans son ton, juste une peur brute. « Marcus, murmura-t-il, la voix tremblant. Vous nous ruinerez. » « Toi je ne peux pas », il s'est cassé, incapable de terminer la phrase. J'ai traversé la pièce et posé une main sur son épaule, le surprenant avec sa douce fermeté. « Père, dis-je tranquillement. Ce n'est pas une ruine, c'est la rédemption. Vous avez construit cette entreprise, mais vous laissez la cupidité l'emmener au bord. Maintenant, nous le réparons ensemble. » Il me regarda, se déchire aux yeux, comme s'il voyait son empire pour la première fois depuis des années. J'ai laissé ma main sur son épaule un instant de plus, puis je me suis tourné vers les autres. À partir de ce moment, dis-je, la voix résonnante. L'avenir de Clark Global est transparent. Nous reconstruirions la confiance avec nos employés, nos investisseurs et notre communauté. Ceux qui ont contribué honnêtement feront partie de cette reconstruction. Ceux qui ont trahi nos valeurs ont été supprimés. Mon regard a balayé la pièce, rencontrant à son tour chaque perdieu. Nous commençons par une ardoise propre et par des gens qui croient en ce que cette entreprise représente. Je suis retourné à la tête de la table, soulevant ma tasse de café, la seule laissée à la vapeur sur mes lèvres. J'ai savouré le goût, riche, audacieux, entièrement intact. C'était symbolique, et je les laisse voir savourer le moment. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Il y a des années, j'avais été convoqué pour servir le café comme un geste de soumission. Maintenant, j'ai servi un but et une direction à toute une organisation. La dernière boîte est restée non ouverte au bord de la table, son contenu attendant de combler les dernières lacunes, mais je savais très bien que l'histoire était terminée. Les sentiers papier et les journaux numériques avaient fait leur travail. J'ai signalé à M. Bellow, qui avait tranquillement observé de l'arrière, et il s'est avancé, fermant soigneusement les boîtes et les scellant avec du ruban adhésif. Quand il m'a tendu le dernier, il a chuchoté, « Tu as bien fait, monsieur. » Ces paroles, prononcées avec le poids des décennies de loyauté non reconnue, ont frappé plus profondément que toute félicitation. J'ai hoché la tête avec gratitude. Alors que le soleil plongeait plus bas dans le ciel, jetant de longues ombres sur le sol de la salle de conférence, j'ai interrogé la scène. Chaises vides, piles de liens et détermination silencieuse dans chaque visage qui restait. L'atmosphère était passée du choc et de la trahison à l'optimisme prudent. J'ai ressenti l'énergie du renouvellement, la promesse d'une entreprise renaissant sur Ashes of Dossey. J'ai pris une dernière gorgée de café et posé la tasse, puis je me suis avancé pour s'adresser à la petite équipe réunie devant moi. Commençons, dis-je. Et à ce moment-là, la véritable transformation de Clark Global a commencé, enracinée dans la justice, l'intégrité et la croyance inébranlable que les meilleurs jours étaient encore en avance. Au moment où le dernier gardien de sécurité a fermé la porte derrière les membres escortés du conseil d'administration, la salle de conférence ressemblait à une cathédrale endommagée par la tempête. Silence brisé uniquement par le bourdonnement des phares aériens dans l'écho lointain des talons sur les sols en marbre. Clarissa se tenait sur le mur arrière, ses bras enroulés autour d'elle comme s'il se préparait contre un froid qui n'était pas là. Le visage de Graham Stern se craqua en quelque chose qui ressemblait à une incrédulité impuissante, tandis qu'Owen, maintenant affalé sur une chaise invitée à côté du siège vide à la tête de la table, regarda les documents dispersés comme s'ils pouvaient disparaître s'il osait pour regarder trop de près. Pour un battement de cœur,
je les ai simplement regardés. Ensuite, je me suis avancé, fermant la distance entre l'homme qui m'avait une fois moqué pour avoir porté un café et le beau-père qui ne m'avait jamais honoré au-delà d'une obligation familiale. Les yeux de Clarissa ont trouvé le mien en premier. Ils étaient larges, chatoyants d'émotions que je ne pouvais pas analyser immédiatement. Fierté, confusion, peut-être une trace de colère. Je lui ai offert un hochement de tête lent, lui donnant un signal silencieux que tout allait aller, même si cela ne serait pas facile. Elle a libéré une respiration tremblante et a déplié ses bras. Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Sa voix trembla, délicate comme de la porcelaine. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Sa question m'a frappé comme un coup physique. Je l'avais protégée en la gardant dans l'obscurité. Convaincu que le partage trop la mettrait en danger. Mais maintenant, au lendemain de ce bouleversement, j'ai réalisé le poids du secret que j'avais transporté seul, j'ai traversé la pièce et lui ai pris la main. Je voulais te protéger. Dis-je doucement. J'avais besoin d'être certain avant de jouer. Je ne pouvais rien risquer, votre confiance, l'entreprise ou les preuves que nous avons recueillies. Si quelqu'un soupçonnait mon plan, il aurait pu s'effondrer. Des larmes ont moulé dans les yeux de Clarissa. Elle serra ma main, puis la relâcha, tournant son regard vers son père. Toi, murmura-t-elle, la voix se brise. Vous avez trahi tout ce que je pensais que nous étions. Son menton tremblait en regardant Graham, qui a rencontré son regard avec le vide d'un homme réalisant que la foi de sa fille avait été brisée. La voix en plein essor de Graham a finalement réapparu, interrogée de reproches et de chagrin. Clarissa, j'ai hésité, luttant pour trouver des mots qui n'existaient pas. Il m'a regardé, puis de retour à sa fille. Votre mari m'a trahi. Les yeux de Clarissa me reprenaient, la confusion dépassant son chagrin. Vous avez dit que vous seriez toujours honnête. Elle m'a accusé tranquillement mais avec suffisamment de force pour que tout le monde entende. Tu m'as menti. J'ai pris un respire profondément. Je comprends que cela ressemble à une trahison, mais ma première loyauté a été à la vérité et à cette entreprise sur laquelle tant de gens honnêtes dépendent. Si je venais à vous, demander votre aide, cela aurait tout compromis. Ils auraient trouvé un moyen de me discréditer, de le tracer comme un coup d'État par un étranger. Je ne pouvais pas risquer ça. Le rire méprisant d'Owen traverse l'attention. Il se leva, clignotant des larmes de frustration. Vous avez utilisé ma sœur, il a craché. Vous avez utilisé cette famille. Vous avez attendu que vous ayez assez de puissance. Ensuite, vous vous coupez la gorge et l'avez appelé justice. La chaleur s'est éclatée en moi. Je m'attendais à la colère, même à la rage, mais j'ai refusé d'être aspiré dans un match de cris. Au lieu de cela, j'ai rencontré l'éblouissement d'Owen avec un calme régulier. Je n'ai tranché la gorge de personne, dis-je. J'ai exposé la corruption qui tuait déjà Clark Global de l'intérieur. Papa et vous avez fait des choix qui blessent l'entreprise, ses employés et les uns les autres. J'ai simplement forcé un calcul qui aurait dû se produire des années il y a. Graham rose alors, ses larges épaules encadrées par la lumière de fin d'après-midi qui a filtré à travers le verre teinté. Sa voix, bien que modérée, a porté le poids en finalité. Marcus, j'ai construit cette entreprise à partir de zéro, a-t-il déclaré. J'ai fait des erreurs, mais je croyais à la loyauté. Je pensais que la famille signifiait quelque chose. Je me rapprochai de lui, plaçant une main respectueuse sur son bras. La famille signifie quelque chose, j'ai répondu. C'est pourquoi j'ai fait ça. Pour préserver Clark Global pour vous, pour Clarissa et pour tous ceux qui ont travaillé ici. La loyauté sans responsabilité mène à la ruine. C'est l'amour qui rend la responsabilité nécessaire. Clarissa s'est effondrée sur une chaise, enterrant son visage dans ses mains. Owen, vaincu, s'enfonça sur son siège. La salle de conférence autrefois vierge était lourde de pertes et de révélations. Et pourtant, sous ce poids, il y avait un scintillement de quelque chose de nouveau. La possibilité de reconstruire ensemble ou à part. Monsieur Bellow est sorti du dos portant une pile de contrats fraîchement imprimés. Il les a mis au centre de la table, son expression solennelle mais gentille. Ceci, a-t-il dit, sa voix basse, accord d'emploi, package de licenciement et nouveau contrat de direction. Les anciens membres du conseil d'administration ont été révoqués. La signature assurera une transition en douceur pour tous ceux qui choisissent de rester. Un par un, j'ai regardé les hauts dirigeants restants se pencher en avant, ramasser des épingles et commencer à signer.
Leur visage était toujours examiné car ils avaient vu un homme qu'ils pensaient sous eux monter à la barre. Mais au fur et à mesure que les épingles se déplaçaient, j'ai senti un quart de travail, une acceptation à contre-cœur qu'une nouvelle ère commençait. Clarissa leva la tête, essuyant les larmes de ses joues. Elle a regardé les contrats, puis à moi, et je lui ai donné un signe de tête encourageant. Elle a traversé la pièce et a signé son nom, sa main stable maintenant. Elle a ramené le document à Monsieur Bellow, dont le doux signe de tête a reconnu non seulement sa signature, mais son pardon tacite. Graham a signé ensuite, plaçant son nom avec un épanouissement qui ressemblait à un vœu. Quand il m'a remis le stylo, j'ai vu dans ses yeux un scintillement de fierté faisant des remords. Il a ouvert la bouche pour parler, mais l'a fermée et simplement hocha la tête. Enfin, Owen est resté, sa posture raide, les yeux durs. Un contrat a été devant lui, un accord de départ. Il le regarda, la réticence gravée dans chaque ligne de son visage. « Vous n'avez pas à signer, dis-je doucement, la lèvre bouclée. Je sais que vous avez le pouvoir de l'appliquer quand même. » J'ai hoché la tête. « Je le fais, mais tu es toujours de la famille. » Il regarda le journal, puis tendit la main et signait avec un con. L'épingle a gratté la page, finale et irréversible. Il me regarda pendant un long moment, puis se leva, serra la mâchoire et sorta de la pièce. La porte a cliqué derrière lui. Le silence s'est de nouveau installé. Je me dirigeai vers la fenêtre et regardai les lumières de la ville scintillant à l'horizon. Derrière moi, Clarissa m'a rejoint, glissant sa main dans la mienne. Graham s'attarda derrière, sa silhouette encadrée par la lumière mourante. Je me suis tourné pour leur faire face. C'est douloureux, dis-je doucement, mais nécessaire. Nous avons la chance de reconstruire quelque chose de mieux. Clarissa, je me suis penché contre moi et j'ai enroulé mon bras autour d'elle. Graham s'avança, plaçant une main sur mon épaule. Cette fois non pas comme une critique, mais comme une offre de confiance. En ce moment solennel, entouré de familles et des restes de l'effondrement des entreprises, j'ai réalisé que la loyauté et la responsabilité, une fois réconciliées, pouvaient être plus fortes que l'un ou l'autre seul. Et ensemble, nous tracerons un nouveau cours pour Clark Global, un nez de trahison, mais guidé par l'intégrité, pas la cupidité. Alors que la poussière s'installait de la purge de la salle de conférence, j'ai compris que la reconstruction de Clark Global nécessitait plus que le simple fait de retirer la corruption. Il exigeait une nouvelle fondation, une équipe fondée sur le privilège ou la lignée, mais en compétence, en loyauté et en un engagement commun à la mission de l'entreprise. J'ai effacé la table de conférence polie des dernières boîtes de preuves et j'ai appelé Yara et Louis. Ils avaient gagné leur place ici, non pas par le népotisme, mais par l'éclat, le courage et un refus de détourner le regard. Maintenant, le moment était venu de formaliser leur rôle et de réunir le reste de l'équipe qui porterait Clark Global Forward. Yara était le premier. Nous sommes entrés dans mon bureau temporaire, une suite élégante surplombant les toits de la ville où le soleil de fin d'après-midi a tiré sur le bureau d'Arcwood. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle était assise, traitant toujours le tourbillon des événements récents, mais ses yeux étaient brillants avec détermination. « Je voulais faire plus que d'exposer la fraude », a-t-elle dit tranquillement. « Je veux m'assurer que cela ne se reproduit plus. » Je lui ai remis un contrat plié net. Le directeur financier me faisant rapport directement avec une autonomie complète pour auditer, recommander et pour appliquer. La première fois dans les jours et elle a signé notre partenariat allant créer un but partagé. J'ai effacé un espace sur la console et placé un dossier marqué de sécurité et de données à côté de son clavier. Il m'a finalement jeté un coup d'œil. Balle sortant de curiosité. « Tu veux que je fasse quoi ?» il a demandé. J'ai espéré que je reconsidérerais. Je lui ai rappelé le serveur destiné au clan qu'il a construit, le pipeline de médecine légale distante qu'il a codé et les données nocturnes des données qu'il a orchestrées. J'ai besoin de vous pour formaliser notre protocole de sécurité, ai-je dit. Durcir chaque périmètre, vétérinaire à chaque demande d'accès. Protéger cette entreprise des menaces à l'intérieur et à l'extérieur. Il passa ses doigts sur le dossier, lisant les puces de responsabilité. Quand il a signé, cela ressemblait à un engagement silencieux. Plus de vulnérabilité cachée. Aucune porte arrière n'a laissé un pot. Avec Yara et Louise en place, je me suis tourné vers le héros méconnu de notre opération, Monsieur Bellow. Je l'ai trouvé près du distributeur automatique de salon, remplissant sa bouteille d'eau, son seau de vadrouille toujours présent debout sentinelle à la porte. Il me regarda, son expression chaleureuse mais gardée. « J'ai quelque chose pour vous, dis-je,
lui donnant une enveloppe étiquetée à temps plein et avantages sociaux. Ses sourcils touffus ont pris surprise. « Tu veux dire que je ne suis plus seulement le concierge de nuit ?» demanda-t-il, un lilt plein d'espoir dans sa voix. J'ai hoché la tête. « Je te veux dans le personnel. Vous gérerez la sécurité des installations, superviserez les archives et aiderez notre équipe de conformité. Et oui, vous aurez des soins de santé, des congés payés et un vrai bureau. » Son sourire était comme le lever du soleil. Il a signé sans hésitation, sa signature audacieuse et confiante. En le regardant ranger le contrat dans sa poche, j'ai ressenti une vague de satisfaction. Nous honorions la loyauté à tous les niveaux. Le lendemain matin, j'ai convoqué un rassemblement informel dans la salle de conférence, maintenant débarrassé de tous les signes extérieurs de l'ancien régime, transformé en un espace de transparence. La lumière du soleil a traversé les fenêtres et le bourdonnement d'une nouvelle machine à expresso a remplacé la tension des réunions passées. Yara, Louise et Monsieur Bello se sont assis autour de la table, leurs visages reflétant un mélange de soulagement et d'anticipation. « Mesdames et messieurs, j'ai commencé, posant mes paumes sur la surface lisse. Nous avons tourné une page. Le nouveau chapitre de Clark Global ne concerne pas le sauvetage de ce qui a été perdu. Il s'agit de construire quelque chose de plus fort. Nous avons la structure, les preuves et maintenant l'équipe pour y arriver. J'ai décrit nos priorités immédiates. Audit complet de chaque département, une politique de tolérance zéro pour les conflits d'intérêts et une refonte de notre charte de gouvernance d'entreprise. Puis je me suis arrêté, laissant l'immobilité renforcer la gravité de notre mission. Nous ne déménagerons pas en tant que planche sans visage, j'ai poursuivi. Nous allons marcher sur les planchers d'usine. Nous rencontrerons des équipes de vente dans chaque région. Nous inviterons nos travailleurs de première ligne dans les mairies où leur voix compte. Chaque décision sera informée par ceux qui font le vrai travail. Yara hocha la tête, les yeux de conviction. Louise tapota son stylo pensivement contre son cahier. Monsieur Bello a fait un signe de tête doux, fierté évidente dans sa posture. Les pas résonnaient dans le couloir alors que j'ai introduit nos prochaines recrues. Les chefs de département que j'ai personnellement interrogés, chacun choisi pour l'expertise et l'intégrité. Il y avait Elena, un vétéran de la chaîne d'approvisionnement connu pour ses tactiques de négociation éthique. Jamal, une étoile montante du développement de produits qui défend des matériaux durables. Priya, un directeur des RH s'est engagé dans la diversité et le bien-être des travailleurs. En entrant, je me suis accueilli chacun par leur nom, décrivant leur mandat et soulignant que les titres n'étaient pas des boucliers contre la responsabilité. Ils ont pris place, échangeant des sourires déterminés, comprenant qu'ils faisaient partie d'un Renaissance hérité. À midi, la nouvelle équipe avait convoqué une session de travail pour rédiger un plan d'action détaillé. J'ai regardé depuis la porte de Yara mener une discussion sur les garanties financières, sa voix stable et collaborative. Louise a esquissé des diagrammes de réseau sur le tableau blanc, cartographiant les pare-feux et les systèmes de détection d'intrusion. Monsieur Bello a entraîné le responsable des installations grâce à une procédure pas à pas de l'annexe de stockage, en signalant les zones qui avaient besoin d'attention immédiate. L'énergie dans la pièce était palpable, concentrée, déterminée et unifiée par un sens partagé des responsabilités. Plus tard, j'ai marché avec Graham et Clarissa dans les couloirs de notre siège social. Nous nous sommes arrêtés dans l'ancienne salle de pause où j'avais une fois entendu les chuchotements de malfaiteurs et l'avons transformée en un mur de galerie présentant les réalisations des employés, des prix de sécurité, des certificats d'innovation, des mendices de service à la clientèle. Clarissa passa ses doigts sur une photo encadrée de l'équipe des opérations célébrant un envoi record. « Cela semble bien », a-t-elle dit. J'ai serré sa main. C'est ce qu'il aurait dû être tout au long. Alors que le soleil plongeait bas, je me suis retrouvé seul dans mon bureau en examinant les progrès de la journée. Les contrats ont été signés, l'équipe s'est réunie et la première série de directives émises. À l'extérieur de la fenêtre, les lumières de la ville ont commencé à scintiller, chacune une promesse des défis et des succès à venir. Je me suis versé une tasse de café de la nouvelle machine à expresso. Ma première coupe officielle en tant que chef de Clark Global, et a pris une gorgée riche en possibilités. Construire une nouvelle équipe n'était pas seulement une tâche administrative. C'était une déclaration de valeur. La loyauté serait récompensée, la compétence célébrée et la transparence confirmée à tous les niveaux. Je savais qu'il y aurait des obstacles, des vestiges de la vieille garde qui ripostent, des marchés testant nos crises métalliques et inattendues nécessitant un jugement rapide. Mais tant que cette équipe se tenait ensemble, liée par une vision partagée,
je me sentais confiant que nous pourrions naviguer dans n'importe quelle tempête. Dans le calme qui a suivi, j'ai placé la tasse de café sur la table, sa chaleur persistante comme un vœu tacite. Demain, le vrai travail commencerait. Reconstruire les processus, restaurer la confiance et tracer un avenir qui a honoré le nom de Clark sans répéter ses erreurs. Pour l'instant, cependant, je me suis permis un moment de satisfaction. Nous avions changé les occupants de la salle de conférence. Maintenant, nous changerions sa culture, et ce faisant, nous nous assurons que Clark Global a prospéré sous la direction et l'intégrité collective de nous tous. La lumière du soleil du matin a filtré par les fenêtres du bureau alors que je passais en revue le premier lot d'actifs prévus à la vente. Nous avions identifié des divisions sous-performantes et des propriétés excédentaires, un entrepôt redondant à Buffalo, un bureau régional à moitié vide à Lisbonne, un équipement de fabrication obsolète à Détroit. Chaque vente libérerait les capitaux pour réinvestir dans nos principales innovations et rembourserait les créanciers. J'ai rédigé l'annonce pour les investisseurs, en choisissant soigneusement un langage qui a mis en évidence une concentration renouvelée plutôt que la dévaste. Le rapport de CFO de Yara est ouvert à côté de moi, cartographiant les projections de flux de trésorerie avec une précision chirurgicale. Elle tapota pensivement son stylo, puis rencontra mon regard. Louise est montée de la porte, pointant vers un mémoire de sécurité. L'investisseur Maya Chadria. Câblé la tranchée initiale, a-t-il rapporté. Elle est impressionnée par notre transparence. Je me suis penché en arrière, laissant la gravité de ce moment s'enfoncer. Regarder les chiffres passer du papier au compte était gratifiant, mais je me suis rappelé que la reconstruction exigeait plus que les bilans. Nous avons dû gagner la confiance. J'ai rédigé un communiqué de presse célébrant les finances nettoyées et la croissance durable. L'a transmis à Maya et Clarissa. À l'extérieur, la ville bourdonnait de possibilités. Clark Global n'était plus défini par ses scandales. Il a été défini par sa détermination à réussir. Le soleil plongeait sous l'horizon, jetant de longues séquences dorées à travers le sol poli de mon bureau. Je me suis assis seul, le bourdonnement de la ville étouffé par un verre épais. Une seule tasse de café reposant tranquillement devant moi. Porcelaine noire, pas de logo, pas de fanfare, juste une simple tasse. Il était assis exactement là où se trouvait la plaque de nom d'Owen. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Je me penchai en arrière sur la chaise qui lui appartenait autrefois. Air ouvé, exagéré, commandant. Il sentait encore légèrement sa Cologne, ce mélange d'arrogance et d'ambition qu'il portait comme une armure. Mais maintenant, le siège était à moi, et il ne se sentait plus lourd. Il se sentait gagné. La salle de réunion avait été dépouillée de ses anciens jeux de puissance. Fini les 6 copains et les intrigues, remplacés par de vrais penseurs, constructeurs, faits. Yara avait déployé le nouveau tableau de bord financier ce matin-là, vert sur toutes les métriques. Louis avait verrouillé notre infrastructure de données plus serrée que Fort Knox. L'équipe de maintenance de M. Bellow portait désormais des badges mondiaux Clark avec des avantages sociaux. Leur sourit la monnaie la plus honnête que nous ayons eue. Ce café cependant, cette tasse était mon rappel. 2 ans de calme, de servitude et de sourire narquois, d'être la belle famille invisible qui a fait des courses. Je me souvenais que chaque Marcus avait saisi plus de filtres. Chaque fois que Owen claquait ses doigts sans rencontrer mes yeux, j'avais versé, souri et hocha la tête, tout en construisant l'échafaudage de leur perte. J'ai ramassé la tasse, savourant la chaleur entre mes paumes. Ce n'était pas seulement du café. C'était un symbole de perspective de ce qu'ils n'avaient pas vu. Le pouvoir, j'avais appris, ne voit pas toujours avec du bruit. Parfois, il se trouve patiemment sur les bords, écouter, regarder, apprendre. Demain, le monde rencontrerait le nouveau visage de Clark Global. Les déploiements médiatiques étaient prévus. Les actionnaires liraient sur la reconstruction silencieuse. La citation de m'amènerait les paramètres de presse. Les employés entreraient dans une culture qui valorisait la contribution sur les connexions. Mais ce soir, juste ce soir, je me suis laissé avoir ce moment. Pas en célébration, pas en vengeance, en calme, en paix. J'ai pris une gorgée, laissant la chaleur s'installer profondément dans ma poitrine. Et j'ai souri parce que parfois le meilleur siège de la pièce est celui qu'ils n'ont jamais vu venir juste derrière le plateau de café.